KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Et maintenant que toute résistance à la volonté de César pouvait lui valoir un châtiment cruel, et que les supplices entrevus dans ses rêves pouvaient devenir une réalité, aux belles visions, aux images qui la captivaient, venait s'ajouter de la curiosité mêlée à de la peur. Comment la châtierait-on ? Et quelle sorte de torture lui ferait-on subir ? Et c'est ainsi que son âme à demi enfantine hésitait entre ces deux parties à prendre. Ayant appris ses hésitations, Acté regarda la jeune fille avec stupéfaction, comme si elle délirait. Ne pas se soumettre à la volonté de César ? S'exposer d'emblée à son courroux ? Pour le faire, il fallait sans doute être une enfant qui ne savait pas ce qu'elle disait. Des paroles mêmes de Ligie, il découlait qu'elle n'était pas, en fait, un otage, mais une fillette oubliée par son peuple et que, par conséquent, aucun droit des peuples ne la protégeait. Et même si un tel droit la protégeait, César était assez puissant pour le fouler aux pieds dans un accès de colère. Il avait plu à César de la prendre, et, à partir de là, il en disposait. Désormais, elle était soumise à sa volonté, au-dessus de laquelle aucune autre au monde n'existait. C'est ainsi, continua-t-elle. Moi aussi, j'ai lu les épîtres de Paul de Tarse, et je sais qu'au-dessus de la terre, il y a Dieu, et le Fils de Dieu qui est ressuscité. Mais sur terre, il n'y a que César. Ne l'oublie pas, Ligie. Je sais aussi que ta religion ne te permet pas d'être ce que je fus moi-même, et que, lorsque viendra le moment de choisir entre l'infamie et la mort, il te faudra, tout comme aux stoïciens dont m'a parlé Épictète, choisir seulement la mort. Mais peux-tu savoir si c'est la mort qui t'attend, et non l'ignominie ? N'as-tu pas entendu parler de la fille de ces gens ? Elle était encore une petite fille quand, sur ordre de Tibère, elle dut, pour que soit respectée la loi qui interdit de punir de mort les vierges, subir les derniers outrages avant de mourir. Ligie n'exagère... Je reprends. Quand sera venu le moment crucial où il te faudra choisir entre la honte et la mort, alors tu agiras comme te le dictera ta vérité. Mais ne cherche pas volontairement ta perte, et n'irrite pas pour une raison futile un Dieu terrestre et au surplus cruel. Acté parlait avec beaucoup de compassion et même d'exaltation. Et parce qu'elle était un peu myope, elle rapprocha son doux visage de celui de Ligie, comme pour vouloir vérifier la portée de ses paroles. Jetant avec une confiance d'enfant ses bras autour du cou d'Acté, Ligie lui dit « Comme tu es bonne, Acté !» Touchée par cet éloge et cette confiance, Acté la pressa sur son cœur, puis, se libérant de l'étreinte de la jeune fille, elle lui répondit « Mon bonheur est passé. Et ma joie est passée aussi. Mais je ne suis pas mauvaise. » Puis, elle se mit à arpenter la pièce et à se parler à elle-même avec une sorte de désespoir. Non, lui non plus n'était pas mauvais. Lui-même croyait alors qu'il était bon, et il voulait être bon. Je le sais mieux que quiconque. Tout cela est venu plus tard, lorsqu'il a cessé d'aimer. D'autres ont fait de lui ce qu'il est. D'autres, épopée. Ses cils s'inondèrent de larmes. Ligie la suivit un moment de ses yeux bleus, et enfin lui demanda « Tu le regrettes, Acté ?»« Je le regrette, » répondit Acté d'une voix monocorde. Puis elle recommença à marcher, les mains crispées comme de douleur, et le visage reflétant le désarroi. Ligie continua à l'interroger timidement. « Et tu l'aimes encore, Acté ?»« Je l'aime. » Et au bout d'un moment, elle ajouta « À part moi, personne ne l'aime. » Un silence se fit, pendant lequel Acté s'efforça de retrouver son calme, que les souvenirs avaient troublé, et, lorsque enfin son visage eut repris son expression habituelle de paisible tristesse, elle dit « Parlons de toi, Ligie. »
Ne songe même pas à t'opposer à César. Ce serait folie. Rassure-toi enfin. Je connais bien cette maison. Et je pense que tu ne risques rien de la part de César. Si Néron avait ordonné de t'enlever pour lui-même, il ne t'aurait pas fait venir au Palatin. Ici, c'est Popée qui règne. Et Néron, depuis qu'elle lui a donné une fille, est encore plus qu'avant sous sa domination. Non, Néron a ordonné, à vrai dire, que tu sois présente au festin. Mais il ne t'a pas vue jusqu'à présent. Il ne s'est pas enquis de toi. Par conséquent, il ne se préoccupe pas de toi. Il t'a enlevé à Aulus et Pomponia peut-être par méchanceté envers eux. Pétrone m'a écrit pour me demander de te protéger. Et comme Pomponia l'a fait aussi, ce que tu sais sans doute, il est possible qu'il se soit concerté. Peut-être l'a-t-il fait à sa demande? S'il en est ainsi, si lui aussi, à la demande de Pomponia, te prend sous sa protection, alors rien ne saurait te menacer. Et qui sait même si Néron, sur son instigation, ne te renverrait pas chez les Aulus. J'ignore si Néron l'aime tellement, mais je sais qu'il lui arrive rarement d'oser être d'un avis contraire au sien. « Oh, Acté !» s'exclama Ligie. « Pétrone était chez nous la veille du jour où l'on m'a emmenée, et ma mère était persuadée que c'était lui qui avait poussé Néron à ordonner mon enlèvement. » Ce serait alors mauvais signe, observa Acté. Puis, après un moment de réflexion, elle poursuivit. Il est fort possible que Pétrone ait, en bavardant lors d'un dîner, révélé involontairement à Néron qu'il avait vu chez les Aulus un otage des Lygiens. Et alors Néron, jaloux de son pouvoir, a exigé que tu lui fusses restitué, parce que les otages reviennent de droit à l'empereur. D'ailleurs, il n'aime pas Aulus et Pomponia. Je ne pense pas que Pétrone userait d'un tel moyen s'il avait voulu t'enlever à Aulus. J'ignore si Pétrone est meilleur que ceux qui entourent Néron, mais il est différent. Enfin, à part Pétrone, peut-être trouveras-tu encore quelqu'un d'autre qui voudra intercéder en ta faveur auprès de César. N'as-tu pas connu chez les Aulus quelques familiers de Néron? J'y voyais quelquefois Vespasien et Titus. César ne les aime pas. Sénèque aussi? Il suffit que Sénèque conseille une chose pour que Néron veuille faire autre chose. Le clair visage de Ligie commença à rougir. Vinicius aussi. Je ne le connais pas. C'est un parent de Pétrone, qui est rentré récemment d'Arménie. Crois-tu que Néron lui soit bienveillant? Vinicius est aimé de tous. Et il consentirait à intercéder en ta faveur? Oui. Acté eut un sourire plein de tendresse et poursuivit. Alors tu le verras sûrement au festin. Tu dois y être. Tout d'abord parce que tu le dois. Seule une enfant comme toi avait pu penser qu'il pût en être autrement. Deuxièmement, si tu veux revenir chez les Aulus, tu y auras la possibilité de prier Pétrone et Vinicius qu'ils obtiennent pour toi, grâce à leur influence, le droit de revenir chez tes parents. S'ils étaient ici, ils te diraient tous les deux ce que je t'ai dit, à savoir qu'il serait insensé et néfaste de tenter de se rebeller. César pourrait, il est vrai, ne pas s'apercevoir de ton absence, mais si jamais il s'en apercevait et en déduisait que tu as osé t'opposer à sa volonté, alors il n'y aurait plus de salut pour toi. Viens, Ligie. Entends-tu cette rumeur dans la maison? Le soleil se couche et les invités commenceront bientôt à affluer. Tu as raison, Acté, répondit Ligie. Je suivrai ton conseil. Quel facteur avait prévalu dans cette décision? Le désir de voir Vinicius et Pétrone, ou la curiosité bien féminine de voir, une seule fois dans sa vie, un tel festin et là, César, sa cour, la fameuse Popée et d'autres beautés, et tout ce faste inouï dont on racontait les merveilles dans Rome? Ligie ne le savait sans doute pas elle-même. Mais Acté de toute façon avait raison, et la jeune fille s'en rendait bien compte. Il fallait y aller. Donc, lorsque la nécessité et le simple bon sens vinrent conforter sa secrète tentation, elle cessa d'hésiter. Acté la conduisit alors dans son propre onctorium pour l'oindre et la vêtir, et, bien qu'il ne manquât pas d'esclaves dans la maison de César et qu'Acté en possédât un nombre assez considérable pour son service personnel, par compassion pour la jeune fille,
dont l'innocence et la beauté avaient ému son cœur, elle décida de l'habiller elle-même. Il fut visible aussitôt qu'il restait encore dans la jeune grecque, malgré sa tristesse, et toute lectrice assidue qu'elle fût des épîtres de Paul de Tarse, beaucoup de l'âme hellène, plus sensible à la beauté du corps qu'à toute autre chose au monde. Ayant déshabillé Ligie, elle ne put, à la vue de son corps, tout à la fois gracile et bien galbé, semblant fait de nacre et de rose, retenir un cri d'admiration et, reculant de quelques pas, elle contempla émerveillée cette incomparable figure printanière. « Ligie, s'exclama-t-elle enfin, tu es 100 fois plus belle que Poppée. » La jeune fille, élevée dans l'austère maison de Pomponia, où, même entre femmes, la pudeur était de rigueur, se dressait, sublime, comme un rêve merveilleux, harmonieuse comme une œuvre de Praxitèle ou comme un chant, mais troublée, rose de confusion, les genoux serrés, la main posée sur sa poitrine, les paupières baissées. Enfin, elle leva les bras d'un geste brusque, sortit les épingles qui retenaient ses cheveux et, d'une secousse de la tête, les fit retomber pour s'en couvrir comme d'un manteau. Actée, s'étant rapprochée et ayant touché sa sombre chevelure ondoyante, lui dit « Quels cheveux ! Je ne les saupoudrerai pas de poudre d'or, car ils ont, çà et là, aux courbes, des reflets dorés. Peut-être ajouterai-je seulement, par-ci, par-là, à peine un soupçon de poudre d'or, mais très léger comme si un rayon de soleil les avait effleurés. Il doit être magnifique, ce pays lygien où naissent de telles filles. » « Je ne m'en souviens pas, » lui répondit Ligie. « Ursus m'a seulement dit qu'il y a chez nous des forêts et encore des forêts. »« Et dans ces forêts poussent des fleurs, » ajouta Actée, tout en trempant ses mains dans un vase plein de verveine pour en humecter les cheveux de Ligie. Cette opération terminée, elle se mit à frictionner très légèrement le corps de la jeune fille avec des huiles parfumées d'Arabie, puis elle la vêtit d'une souple tunique dorée, sans manches, sur laquelle devait être mis un péplum neigeux. Mais il fallait d'abord la coiffer. Elle l'enveloppa, en attendant, d'une sorte d'ample vêtement appelé synthésis, et, l'ayant fait asseoir sur une chaise, elle la remit aux mains d'esclaves tout en veillant de loin à sa coiffure. 2 autres esclaves commencèrent à chausser les pieds de Ligie de sandales blanches brodées de pourpre, les attachant à ses chevilles d'albâtre au moyen de lacets dorés croisés. Lorsque la coiffure fut enfin terminée, on drapa sur elle le péplum en plis souples et harmonieux, puis Actée, lui ayant mis au cou un collier de perles et un soupçon de poudre d'or sur ses boucles, se fit habiller à son tour, tout en fixant Ligie avec ravissement. Elle fut bientôt prête. Dès que les premières litières commencèrent à apparaître devant la porte principale, elles entrèrent sous le cryptoportique latéral, d'où l'on voyait la porte principale, les galeries intérieures et la cour encadrée d'une colonnade de marbre de Numidie. Peu à peu, de plus en plus de monde passa sous l'arc grandiose de la porte, au-dessus de laquelle un splendide quadrige de Lysippe semblait vouloir emporter Apollon et Diane dans l'espace. Ce superbe spectacle fascinait Ligie qui, ayant vécu dans la modeste maison d'Aulus, ne pouvait en avoir la moindre idée. C'était le moment du coucher du soleil, et le marbre jaune des colonnes, que ses derniers rayons éclairaient, brillait dans cette lumière comme de l'or à reflets roses. Parmi les colonnes, côtoyant les blanches figures sculptées de Danaïdes, de dieux ou de héros, s'écoulait une foule d'hommes et de femmes, semblables eux aussi à des statues car comme elles, drapées de toges, de péplums et de stolas tombant gracieusement jusqu'à terre en plis souples, sur lesquels venaient s'éteindre les lueurs crépusculaires. Un énorme Hercule, la tête encore éclairée, et à partir du torse déjà plongé dans l'ombre projetée par une colonne, surplombait cette foule.
Acté montra à Ligie des sénateurs en toge à large ourlet, en tunique multicolore et en sandales ornées d'un croissant, des guerriers, des artistes célèbres, des matrones romaines, parées à la grecque ou encore en fantastique robe orientale, cheveux dressés en forme de tour, de pyramide, ou, à l'instar des statues de déesses, aux cheveux peignés à plat, en serrant la tête, mais ornés de fleurs. Acté connaissait de nombreux hommes et de nombreuses femmes, et racontait à propos de certains de courtes histoires, parfois effroyables, qui plongeaient Ligie dans l'étonnement, la stupeur, l'horreur. C'était là pour elle un monde étrange, dont la beauté émerveillait ses yeux, mais dont son esprit d'adolescente ne parvenait pas à comprendre les contradictions. Il y avait dans ces lueurs du crépuscule qui teintaient le ciel, dans ces rangées de colonnes immobiles se perdant au loin, et dans ces gens semblables à des statues, une sorte de grande paix. Il aurait pu sembler que devait vivre parmi ces marbres rectilignes quelques demi-dieux délivrés de tout souci, apaisés et heureux, alors que la douce voix d'Acté dévoilait coup sur coup un nouveau secret effrayant, et de ce palais et de ces gens. Là-bas, au loin, on voyait un cryptoportique qui gardait encore les traces rouges du sang dont Caligula éclaboussa les marbres blancs des colonnes et du dallage quand il y tomba poignardé par Cassius Chaerea. Là aussi, on assassina sa femme. Là-bas, on fracassa son enfant sur le pavé. Un peu plus loin, sous cette aile du palais, il y a une cave dans laquelle Drusus le jeune se mordit les mains de faim. C'est dans cette même cave que l'on empoisonna Drusus l'Ancien, le fils unique de Tibère. Ici aussi que Gémellus se tordit de peur. C'est ici encore que Claude fut pris de convulsions. Là que périt Germanicus. Partout, ces murs ont entendu les gémissements et les râles de mourants, tandis que ces gens qui maintenant se pressaient au festin, en toge, tuniques de couleur, parés de fleurs et de bijoux, étaient peut-être des condamnés de demain. Peut-être que, sur plus d'un visage, le sourire cachait une peur, une inquiétude, l'incertitude du lendemain. Peut-être que la fièvre, la cupidité, la jalousie s'insinuaient en cet instant dans les cœurs de ces demi-dieux couronnés, en apparence insouciants. Les pensées affolées de Ligie n'arrivaient pas à suivre les paroles d'Acté, et, tandis que ce monde merveilleux captivait toujours plus fortement son regard, son cœur se serra d'effroi, et soudain, une nostalgie indicible et infinie étreignit son âme. Oh, combien Pomponia Graecina qu'elle aimait tant, combien la maison paisible des Aulus dans laquelle régnait non pas le crime mais l'amour lui manquait. Cependant, débouchant du Vicus Apollinus, de nouvelles vagues d'invités affluaient. De l'autre côté de la porte montaient le brouhaha et les exclamations des clients qui avaient reconduit leur patron. La cour et les colonnades grouillèrent d'une foule d'esclaves césariens, hommes et femmes, de petits pages et de soldats de la garde prétorienne chargés de la surveillance du palais. Par-ci, par-là, parmi les visages blancs et basanés, on remarquait un visage noir de Numide portant un casque empenné et de grands anneaux dorés aux oreilles. On transportait des luths, des cithars, des gerbes de fleurs artificiellement cultivées malgré l'automne avancé, des candélabres d'argent, d'or et de bronze. La rumeur montante des conversations se mêlait au clapotis de la fontaine dont les jets d'eau, roses des lueurs du crépuscule, tombant de haut sur le marbre, s'y écrasaient avec un bruit semblable à des sanglots. Acté avait cessé de raconter, mais Ligie continuait de scruter la foule comme si elle y cherchait quelqu'un. Et soudain, elle rougit. Entre les colonnes surgirent Vinicius et Pétrone, qui se dirigeaient vers le grand triclinium, beaux, calmes, tels des dieux dans leurs toges blanches. Lorsque Ligie aperçut parmi tous ces gens étrangers ces deux visages connus et amicaux, et surtout quand elle reconnut Vinicius, elle se sentit soulagée d'un grand poids. Elle eut le sentiment d'être moins seule. Cette immense tristesse, qui l'avait assaillie tout à l'heure au souvenir de Pomponia et de la maison d'Aulus, avait subitement cessé de la tenailler. La tentation de voir Vinicius et de lui parler avait étouffé ses autres préoccupations.
Elle tentait en vain de se remémorer tout le mal qu'elle avait entendu sur la maison de César et les paroles d'Actée et les avertissements de Pomponia. En dépit de ces paroles et de ces avertissements, elle sentit brusquement que non seulement elle devait, mais même qu'elle voulait assister à ce festin. À la pensée que, dans un instant, elle allait entendre cette voix qui lui était douce et qui l'enchantait, qui lui avait parlé d'amour et d'un bonheur digne des dieux, cette voix qui résonnait jusqu'à présent comme un chant à ses oreilles, elle exulta. Tout à coup, cette joie l'effraya. Il lui sembla qu'en cet instant, elle bafouait les purs préceptes dans lesquels elle avait été élevée, qu'elle trahissait Pomponia et se trahissait elle-même. Aller au festin sous contrainte était une chose, se réjouir de cette nécessité en était une autre. Elle se sentit fautive, indigne et perdue. Elle fut prise de désespoir et fut au bord des larmes. Si elle eût été seule, elle fût tombée à genoux et eût battu sa coulpe. C'est ma faute, c'est ma faute. La prenant par la main, Actée la mena à travers les salles intérieures jusqu'au grand triclinium dans lequel devait se dérouler le festin. Sa vue se brouilla. Ses oreilles bourdonnèrent sous l'effet des émotions ressenties. Le battement accéléré de son cœur l'oppressa. Comme dans un rêve, elle vit des milliers de lumières clignotantes, et sur les tables et aux murs. Comme dans un rêve, elle entendit les acclamations dont on salua César. Elle l'aperçut lui aussi comme à travers un brouillard. Les acclamations l'abasourdirent, l'éclat des lumières l'éblouit, les senteurs l'étourdirent, et, ayant perdu sa présence d'esprit, elle eut de la peine à reconnaître Actée qui l'installait à table et prenait place elle-même à ses côtés. Au bout d'un moment, une voix basse et familière se fit entendre tout près d'elle. « Je te salue, ô toi, la plus belle des vierges sur la terre et la plus belle des étoiles du ciel. Je te salue, divine Kalina. » Se ressaisissant quelque peu, Ligie porta son regard vers celui qui venait de lui adresser ces paroles. Elle vit Vinicius, allongé à côté d'elle. Il était sans toge, car, pour plus de confort et selon l'usage, on ôtait la toge pour festoyer. Il n'était vêtu que d'une tunique écarlate, sans manches, brodée de palmes d'argent. Ses bras étaient nus et s'ornaient à l'orientale de 2 larges bracelets en or, fermés au-dessus du coude. Ils étaient soigneusement épilés, lisses, un peu trop musclés, véritables bras de soldat faits pour porter l'épée et le bouclier. Sa tête était ceinte d'une couronne de roses. Avec ses sourcils qui se rejoignaient au-dessus du nez, ses yeux splendides et son teint basané, il semblait personnifier la jeunesse et la force. Ligie le trouva si beau que, bien que son premier étourdissement fût passé, elle parvint tout juste à balbutier. « Je te salue, Marc. » Et lui reprit. « Heureux mes yeux qui te voient, heureuses mes oreilles qui entendent ta voix qui m'est plus douce que le son des flûtes et des cithars. Si on me demandait de choisir entre toi, Ligie et Vénus, celle qui devrait se tenir à mes côtés à ce festin, c'est toi que je choisirais, ô ma divine. » Il se mit à la contempler comme s'il voulait se rassasier de sa vue. Il la brûlait de ses yeux. Son regard glissa de son visage sur son cou, puis sur ses bras nus, caressa ses lignes ravissantes. Il s'en délectait, l'enveloppait, la dévorait. Mais à côté de ce désir, l'inondait le bonheur et l'adoration et un émerveillement infini. « Je savais que je te verrais dans la maison de César, continua-t-il. Et pourtant, lorsque je t'ai aperçu, toute mon âme a tressailli de joie comme s'il m'était arrivé un bonheur tout à fait inattendu. » Ayant repris ses esprits et sentant qu'il était, dans cette foule et dans cette maison, le seul être qui lui fût proche, Ligie commença à lui parler et à l'interroger sur tout ce qui était pour elle incompréhensible et terrifiant. D'où savait-il qu'elle se trouverait dans la maison de César?
Pourquoi était-elle ici? Pourquoi César l'avait-il enlevée à Pomponia? Elle avait peur ici, et elle voulait revenir auprès d'elle. N'était l'espoir que Pétrone et lui intercéderaient en sa faveur auprès de César, elle mourrait de langueur et d'anxiété. Vinicius lui expliqua que c'était Aulus lui-même qui lui avait appris son enlèvement. Pourquoi était-elle ici? Il n'en savait rien. César ne rendait compte à quiconque de ses actes et de ses ordres. Qu'elle ne craigne rien cependant, car lui, Vinicius, était auprès d'elle et resterait auprès d'elle. Il préférerait perdre la vue que de ne plus la voir. Il préférerait perdre la vie que de l'abandonner. Elle était son âme. Il veillerait donc sur elle comme sur son âme à lui. Il lui élèverait dans sa maison un autel, comme si elle eût été sa divinité, et y déposerait en offrande de la myrrhe et de l'aloès, et au printemps, des anémones et des fleurs de pommier. Et, puisqu'elle avait peur de la maison de César, alors il lui promettait qu'elle n'y resterait pas. Bien qu'il usât de faux fuyants et mentît parfois, il y avait cependant dans sa voix des accents de vérité, car ses sentiments étaient vrais. Il éprouvait aussi une sincère compassion pour elle, et ses paroles lui pénétraient dans l'âme. De sorte que, lorsque Ligie commença à le remercier et à l'assurer que Pomponia l'aimerait pour sa bonté, tandis qu'elle-même lui serait toute sa vie reconnaissante, il ne put maîtriser son émotion. Il lui sembla qu'il ne saurait de sa vie lui opposer de refus. Son cœur commença à défaillir. La beauté de la jeune fille enivrait ses sens. Il la désirait, mais, en même temps, il sentait qu'elle lui était très chère et qu'il pourrait réellement l'adorer comme une divinité. Il éprouvait aussi un besoin irrésistible de parler de sa beauté et de son adoration, et comme le brouhaha autour d'eux s'intensifiait, il se rapprocha d'elle et commença à lui chuchoter de bonnes et douces paroles venant du fond de l'âme, des paroles mélodieuses comme une musique et grisantes comme le vin. Et il la grisait, certes. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.